J'allais dire bonsoir, non, bonjour à tous. Merci en tout cas pour les premiers d'être venus jusqu'à nous après ce moment toujours pénible qui est celui de la digestion, n'est-ce pas? Donc c'est à nous, c'est à vous, mesdames et messieurs, que revient de réveiller un peu l'assistance, parce que évidemment, tout d'abord, il y a un challenge très, très fort à relever face aux interventions de ce matin et des jours précédents. Et puis aussi ce moment extrêmement important qui est celui, effectivement, de l'après-repas. Donc, il s'agit pour nous ici d'aborder le sujet entrepreneur et artiste, de cette relation, et surtout d'essayer, au travers des différents parcours, de l'exercice de votre métier aujourd'hui, de révéler au fond quelles sont ces nouvelles pistes qui se dessinent grâce à ce rapport, à ce nouveau paradigme. Est-ce que tout d'abord c'est vraiment un paradigme très nouveau, cette relation entre artiste et entrepreneur au sens large? Et est-ce qu'aujourd'hui vous voyez se dessiner de nouvelles approches, vous voyez se dessiner de nouveaux lieux, de nouvelles méthodes qui permettraient de considérer qu'aujourd'hui nous sommes dans une nouvelle phase, alors appelons-le de création ou d'innovation selon l'endroit où on se trouve? On utilisera un terme ou l'autre. Et donc, pour ça, l'idée, c'est évidemment qu'il y ait pour chacun une intervention courte. Et puis, évidemment, je vous invite, je vous y autorise, même je vous oblige à ne pas hésiter à me couper et peut-être aussi à couper la parole à certains si vous avez envie de relancer le débat. Ne restons pas sagement assis dans nos fauteuils qui sont très confortables, mais peut-être trop à ce moment-là de la journée. Donc n'hésitez pas à intervenir. Évidemment, vous le savez, en tout cas pour certains qui me connaissent, ce n'est pas mon métier d'animer des débats. Il est ailleurs. Je suis extrêmement ravi d'avoir évidemment accepté l'invitation du Forum d'Avignon à Bordeaux. Ce qui me laisse à penser que Hervé Digne et Laure Katzenbach pensaient que c'était pertinent, c'est parce que, effectivement, aujourd'hui, j'exerce la fonction de directeur général du 104 à Paris, que je suis co-directeur artistique et culturel du Grand Paris Express, qui va transformer la Paris en une grande métropole. Et puis une autre chose qui apparaît plus anodine, mais qui ne l'est pas pour moi, c'est mon attachement à cette ville et le fait que Monsieur le maire m'ait demandé de présider avec son élu à la culture, mais demandé de présider la commission d'aide à la création. Donc je dirais que c'est sûrement ces trois raisons-là, mais je vous espérais aussi que c'est au fond l'une des questions que je me pose et qui me sert aussi de credo depuis que je fais ce métier, depuis une vingtaine d'années, et qui est notamment de considérer, et peut-être pour être d'emblée un peu comme ça polémique, c'est de considérer qu'au final, il n'y a pas de lieu. Les lieux n'existent que parce qu'il y a un projet. Et donc de considérer qu'en fait, c'est le projet qui fait le lieu, et que le lieu a une fonction qui est déterminante, pour autant, c'est qu'il fait le lien. Et que ce lien, il est aujourd'hui nécessaire. Et puis peut-être une deuxième phrase qui n'est pas du tout de moi, qui paraphrase Pierre Rosanvallon, et qui dit une chose qui me semble essentielle aujourd'hui, c'est que si tout n'est pas égal, tout est recevable, tout doit être observable. Ces deux phrases qui me servent de viatique pour affirmer un certain nombre de convictions, mais aussi dans des moments de détresse, il faut avoir quelques fondamentaux, et ça fait partie de ces fondamentaux. Alors évidemment, il y a ici autour de la table un nombre d'invités prestigieux, certains que je connais personnellement, que j'ai la chance de connaître personnellement, et puis d'autres que je ne connais pas personnellement, mais à qui je voue une admiration sans borne. Et je vais commencer par l'un d'eux, Massimiliano Fuksas, qui est architecte, qui, vous le savez, a évidemment à la fois présente ses projets un peu partout dans le monde. Je ne vais pas les citer, ils sont extrêmement nombreux. Moi, j'ai un attachement particulier à un objet qui, dans votre parcours, est un petit objet, mais que j'aime beaucoup, qui est la médiathèque et les archives à Rézé,
que vous avez fait dans une ville absolument étonnante qu'on connaît peu, où il y a quand même une cité radieuse bien connue, mais à côté, il y a aussi et surtout cette œuvre que vous avez réalisée, que je trouve absolument formidable, et qui vient interroger le paysage de manière assez particulière. Évidemment, dans votre parcours, vous avez fait tellement de grandes et de belles choses que c'est une petite chose, mais j'avais envie de citer celle-là, parce qu'elle montre, et elle illustre assez bien l'une de vos phrases préférées, qui est de dire arrêtons de faire de l'esthétique, faisons de l'éthique. Et donc, j'avais envie de vous interroger aujourd'hui sur, au fond, est-ce que durant ces années, ces longues années que vous exercez, et toujours avec une forte vivacité, toujours avec une grande contemporanéité, est-ce que vous voyez se dessiner de nouveaux espaces de création, de nouveaux espaces d'innovation, notamment dans votre rapport, et quel est votre rapport avec les artistes? Merci. C'est vrai, moi j'adore Rézé, la médiathèque, c'était mon premier projet en France. Et pour ça, les premiers projets que j'avais en France, c'est ça, et c'est Bordeaux, la maison des arts. Pour ça, ils sont des projets dans lesquels je voulais parler de la matière. Et pas, je ne voulais pas parler des matériels, mais de la matière. C'était la chose peut-être... Mais ça, c'est déjà autre chose. Mais Less Aesthetics, More Ethics, qui était comme... Pas d'avoir, ça appelle très bien... les thèmes de la biennale que j'ai dirigé l'année 2000 à Venise, c'est aujourd'hui, j'ai une autre idée, c'est la même, mais c'est un peu différent. L'idée, c'est que je suis contre la stratégie. Quand je écoute parler les artistes, les créateurs, les gens de l'art, les gens de pensée, des stratégies, ça me vient... Et par contre, je crois qu'il y a une autre chose qui est très importante pour nous, c'est l'émotion. Est-ce qu'on peut vendre de l'émotion? C'est mieux que vendre de la stratégie. C'est quoi la stratégie? On commence à parler, on commence même pas à voir les lieux, et on commence à dire, c'est quoi ma stratégie? C'est quoi notre stratégie? Il n'y en a pas de stratégie. L'être humain, il n'y a pas du tout de stratégie. Il y a des émotions. Et s'il y a des émotions, il fait des choses. Sinon, il ne fait pas. C'est-à-dire, ça, c'est un peu la suite de Less Aesthetics, More Ethics. C'est-à-dire, cette fois-là, c'est moins de stratégie et plus d'éthique. Mais moins de stratégie et plus d'émotion. Que c'est exactement la même chose. Si on commence à dire, on ne va pas trop... il n'y a personne, il n'y a pas des Américains ici, non. Alors, les Américains, la première chose qu'ils disent, nous, on est très pragmatiques, et pour ça, qu'est-ce qu'il faut faire maintenant? Il faut réfléchir, on fait une guerre. D'accord, parce que c'est pragmatique. On gagne de l'argent, on vend des armements, il y a plein de monde qui vont... des effets collatéraux. Et après, quand on a ça, il faut dire, moment, peut-être non. Peut-être ce n'est pas ça qu'il faut faire. Il faut réfléchir avec des émotions. Ah oui, ça c'est un projet qu'on vient de terminer. Là, ce n'est pas de la stratégie, ça. On a mis 18 ans pour les construire. Ça, c'est, ouais, vous voyez, c'est les photos d'hier. S'appelle, tout le monde, il appelle nuage. Nuvola. Mais je n'ai jamais dit à personne que ça s'appelait nuvola. C'est les gens qui l'ont vu, ils disent, ah, c'est la nuvola. Et dit une chose mauvaise, c'est la nuvola di Fuxas. Il ne faut pas le dire, ça. Il faut dire c'est un projet que ça est, parler des congrès de Rome, etc., etc. Mais tout qu'on fait aujourd'hui, ce n'est pas de la stratégie. J'essaye aujourd'hui de donner des émotions aux autres et donner des parcours et donner des lieux. Mais je suis d'accord complètement pour ça. Ah oui, ça c'était avec le Premier ministre italien. Il est très jeune, notre Premier ministre. Il voulait le voir. Il m'appelle et il m'envoie un SMS, parce que comme ça on fait aujourd'hui, il me dit, est-ce que tu es à Rome? Oui. Et le mercredi, oui. Alors on se voit, on va voir les chantiers, Et on a vu les chantiers. C'est-à-dire, tout ça, il peut devenir une façon de se rencontrer un peu plus, pour parler un peu plus. Et pour... je dis une chose terrible en France. Pourquoi on ne peut pas avoir des hommes politiques qui n'ont même pas 40 ans? Pourquoi on ne peut pas avoir en France, et pas seulement,
des hommes politiques de moins de 40 ans. Des hommes et des femmes, moi je parle comme ça. Alors je dis bien, des femmes et un peu des hommes. Et là c'est encore mieux, parce que nous on a la majorité des gouvernements qui sont femmes. Et sont de belles femmes en plus. Pour ça c'est formidable. Ben, vous savez, moi j'ai un âge encore que je ne suis pas encore prêt à ça. Mais je suis d'accord. La dernière chose à dire, pour vous, pour nous, qu'il faut arrêter les guerres. Il faut arrêter. Il ne faut pas envoyer des avions, il ne faut pas bombarder des choses. On ne sait pas qu'est-ce qu'on fait. Et ça, c'est... On a un devoir, nous. On a vraiment, nous, on est des créateurs, on est des artistes, on doit recommencer à parler avec tout le monde. Quand j'étais jeune, j'ai fait un voyage, j'avais 17 ans. Avec l'autostop, je suis arrivé juste à l'Afghanistan, mais dans l'Italie. Aujourd'hui, c'est impossible. Merci. Merci, Massimiliano. On reviendra auprès de Massimiliano parce que j'aimerais quand même que dans ce basculement que vous opérez sur moins d'esthétique politique et aujourd'hui de l'émotion, et pas de stratégie. Donc, mais au final, est-ce que cette manière que vous avez aujourd'hui de travailler, elle est liée évidemment à votre observation du monde, mais est-ce que du coup vous travaillez de manière différente? Du coup, si vous n'avez pas de stratégie, comment vous présentez vos projets? Vous y allez, vous dites simplement j'ai envie d'avoir un espace, j'y vais, comment ça se passe? Pardon d'être très concret, vous allez voir, je suis très très basique. C'est bien là. Qu'est-ce qui se passe? Moins de stratégie, plus d'émotion. Ah bah voilà, c'est comme ça qui résume votre pensée quand même. Hein. Pas mal. On en parle après. Pas mal. Non, pas mal. Félicitations, c'est très bien. C'est très bien, je suis d'accord en tout cas. Complètement d'accord. Mais il faut répondre quand même à la question maintenant. Oui. Ça, elle, c'est l'émotion et lui, c'est la stratégie. Ah, d'accord. Alors, elle, c'est l'émotion. Ça me plaît beaucoup plus. Ça me plaît pas parfait. Non, elle, c'est l'émotion. Pourquoi? Alors, vous ne voulez pas qu'on a de l'émotion? Non, à part ça. Est-ce que vous pouvez répondre à la question? Est-ce que vous avez envie d'y répondre? Oui. Bien. Donc. Mais il faut être très sérieux là, parce que c'est une question très, très sérieuse. Ça change presque rien. J'étais toujours comme ça. J'étais toujours détesté l'idée qu'il fallait montrer un aspect très logique. Enfin, je suis convaincu que tous les arts, ils sont proches. Ils sont même plus que proches. Ils sont la même chose. Je suis contre les siècles des Lumières. Mon ami Eco, moi je l'adorais. Mais lui, il était convaincu que l'illuminisme, comme ça on l'appelle nous, c'était formidable. Et je crois que c'était pas la solution, parce qu'il faut aujourd'hui ramener toutes les choses ensemble. C'est-à-dire, quelle différence il y a entre la poésie, la musique, le cinéma, la mode, etc., etc. C'est la même chose. Il faut remettre les choses ensemble, il faut trouver un nouveau humanisme. C'était ça. Et finalement, les gens ils vivaient très bien. Michel-Ange était poète, mais il était aussi sculpteur, peintre et comme ça. C'est pas ça la chose qu'il ne faut pas diviser. Il ne faut pas commencer à voir les choses d'un côté à une autre. La chose qu'il faut faire, il faut remettre ensemble toute notre émotion et la façon d'expression de l'être humain. L'expression de l'être humain, c'est la chose plus importante. Et c'est mieux que tout le monde ensemble, on se comprend. On travaille ensemble. Mais dans cette idée justement de rassembler, est-ce que vous avez l'impression qu'aujourd'hui c'est un vrai sujet? Cette idée au fond de construire, de faire des architectures qui cherchent à rassembler et à mélanger, alors que peut-être on a connu une période où il fallait spécialiser et séparer pour identifier. Est-ce que vous avez cette... Non, mais j'ai travaillé, j'ai commencé avec peintre, j'ai commencé pas comme architecte de tout. Et j'ai commencé de façon à un autre métier. L'histoire d'aujourd'hui, c'est qu'il
faut le dire clairement. Quand j'ai travaillé avec Gormley, et Gormley, il a fait Anthony Gormley, il a fait Novo dans un projet qu'on a fait. Ou j'ai travaillé avec Cookie, ou sinon avec des autres artistes. Mais je ne sens pas que je dois donner. Je suis pareil, on est pareil, on travaille ensemble, on décide de travailler ensemble. Sinon, si on a des grands gens du cinéma, je connaissais Fellini. Fellini, c'était quelqu'un qui faisait des dessins exactement comme vous, un peu mieux. Mais grosso modo, c'était ça. Il faisait beaucoup de dessins comme ça, lui. Fellini. Mais Fellini, c'était énorme, qu'il y avait beaucoup d'humour. Et il aussi des Chirico, comment dire en français, des Chirico, oui. C'était énorme qu'il a un peu bourbeur, comme ça, mais il avait toujours un sourire derrière ça. Ce sont tous des gens avec lesquels j'ai appris, j'ai travaillé, j'ai connu, on a discuté. C'est-à-dire, c'est beaucoup plus simple aujourd'hui de parler avec tout le monde. Et ça, pour la France, ça va être un peu plus difficile, parce que vous êtes les chefs de l'organisation. Et là, je crois qu'il faut commencer à céder, accepter qu'on parle avec les autres et on peut avoir des gens qui, même s'ils n'ont pas fait les métiers exacts, même s'ils sont très mauvais dans les maths, même des gens qui sont mauvais en maths, vous n'êtes pas, vous êtes très bons, qu'il peut être eux, que peut-être qu'ils font des choses bien, peut-être qu'ils peuvent nous aider. Et nous, on peut travailler avec eux. C'est-à-dire, c'est un nouveau monde qu'on doit fabriquer, parce que c'est le monde des 7,5 milliards d'êtres humains. Et 62% d'êtres humains, ils vivent dans des villes aujourd'hui. Ils sont habitants des villes. Et pour ça, il y a une autre culture de la ville. Il faut apprendre à vivre dans les villes. Et le futur, c'est encore plus des habitants des villes. Et dans le futur, dans les prochains 10 ans, et ça c'est presque sûr, on va devenir 70% qui habitera tout le monde dans les villes. Et en Chine, ils sont en train de fabriquer 100 villes nouvelles. Je ne sais pas si c'est bien ou c'est mauvais, c'est une date, c'est la réalité. Et ça, c'est la chose qui, à moi, il va changer tout. Je dois penser à une autre échelle. Quand on pense, la différence, c'est qu'on parlait d'une échelle. Et aujourd'hui, c'est une autre échelle. L'échelle, aujourd'hui, c'est quand j'ai fait l'aéroport il y a 2 ans, l'aéroport de Shenzhen, pour une ville qu'il y avait 25 millions d'habitants. C'était formidable, c'était autre chose. Comme quand on a compris que quelqu'un voulait un projet dans nous. Il nous appelle un monsieur, il dit je suis d'une ville, il disait une ville, le nom de ville. Et nous, on a dit non, on ne connaît pas, c'est une petite ville chinoise peut-être. C'était la plus grosse ville du monde. C'était Chongqing. Que maintenant, elle va devenir Chongqing plus Chengdu. Que c'est une ville qui va presque se toucher. Elle va avoir pas moins de 45 millions d'habitants. Alors avec ça, ça change la vision. Ça doit changer. Et la crise vraiment de l'Europe aujourd'hui, c'est qu'on n'arrive pas à comprendre que notre petit pays et notre petite région, il doit avoir un avenir. On ne connaît pas, on ne sait pas maîtriser. Et là, on doit commencer à dire, la guerre, on ne la fait pas, ça, on ne la fait pas. Bah, on fait autre chose, on fait de l'aide. Comment? On ne sait pas. On va essayer. Et on traite les autres comme nous-mêmes. Un petit peu d'habitude de travailler avec les autres, il faut l'avoir encore. Merci. Merci à vous. Dans cette attitude, dans ce que vous disiez tout à l'heure, ce changement d'échelle, il est vrai qu'effectivement aujourd'hui on doit au fond travailler à plusieurs échelles dans un même temps, puisque on est dans l'incapacité aujourd'hui de savoir exactement à quelle échelle on va se retrouver. Reste néanmoins cette échelle qui est celle de l'homme, qui doit être l'un des repères absolument fondamentaux. C'est là aussi où se construit de l'intelligence. Et on sait que dans cette manière de construire l'intelligence, encore une fois, ceux qui mettent en forme, c'est-à-dire vous les artistes, vous êtes extrêmement important pour ouvrir des pistes qu'on n'ose pas ouvrir quand on est justement dans la stratégie ou quand on est dans les systèmes. Cette manière de tisser des fils, de construire, de mélanger des choses là où on sépare d'habitude, là où on dit même que d'un point de vue mécanique, ces matériaux ne peuvent pas se retrouver, se rassembler,
Pascal Martin Taillou fait l'illustration dans son travail. Ça n'est pas l'objet de son travail, mais dans son travail, c'est une chose qu'on retrouve en permanence, cette idée au fond, de toujours essayer de franchir ces frontières, ces séparations qui ont été établies, frontières administratives et politiques, mais aussi frontières de représentation. Et très souvent, Pascal, pour réaliser tes pièces telles qu'elles sortent, en tout cas au regard, tu passes par des soubresauts, des mélanges, des chemins qui sont des chemins assez rares et qui font au final la création. Et si je précise un peu cette manière, de mon point de vue, de faire ton travail, c'est qu'il me semble que là se raconte aussi un autre monde, quelque chose dont on voit bien encore une fois que la spécialisation et la séparation telle qu'elle existait et qui est nécessaire, c'est-à-dire celle des experts, elle est en train d'être remise en cause par ceux qui sont au fond peut-être pas les experts, mais qui avancent sur des liens et d'autres pistes que celles simplement de séparer pour être encore une fois identifiés. Donc est-ce que toi, dans ton travail, c'est la base même de ton travail, me semble, est-ce que tu vois se dessiner aujourd'hui de nouveaux endroits d'imagination et d'innovation qui construisent encore une fois de nouvelles formes et de nouveaux mondes? Et est-ce qu'il y a aussi, tu circules beaucoup dans le monde, est-ce que tu vois apparaître de nouvelles poches au niveau des pays, des lieux, où cette chose-là devient une pratique importante et visible? Bonsoir, merci beaucoup. Voilà. Avant de répondre à cette question, j'aimerais qu'on me passe une vidéo. Последние дни красной шляпы, блядь. Нихуя себе, блядь! Не туда, блядь. Это пиздец, блядь. Tu peux nous expliquer, Pascal? Bon, là, je viens d'être une victime collatérale. Il y a une œuvre, cette œuvre qui s'appelle Make Up. Et le petit titre, après, c'est Make Up Peace. C'est Make Up Peace. Donc, c'est une œuvre que j'ai réalisée parce qu'elle est invitée il y a quelque temps à Donetsk, en Ukraine, pour participer à une forme on va dire, de couture, de réparation de l'histoire récente d'avant, celle actuelle de l'Ukraine. Et j'avais dû comprendre que justement la femme avait été un élément important dans le processus de la reconstruction du pays et précisément de Donetsk. Donc, sachant que la force de la ville ou bien du pays était basée plus ou moins sur le charbon et tout, les mines, autant on avait de cheminées, plus on était riche. Et dans ce lieu, j'ai essayé de repérer la cheminée la plus haute sur laquelle j'ai posé simplement un rouge à lèvres. Voilà, une façon pour moi de rendre hommage aux femmes qui avaient contribué à la reconstruction de ces pays à partir de cette ville. Aussi, une façon aussi pour moi de rendre hommage à la femme tout court, à ma mère, à la femme. Voilà. Et quelques temps après, je reçois donc cette image d'un journaliste qui m'informe que je viens d'être assassiné. Et qu'est-ce que j'en pense? Donc, je lui dis, peut-être, c'est peut-être par là que je devais, c'est comme cela que je vais apporter mon apport à la reconstruction du monde. Là, ça c'est un peu... en gros, j'ai dit, j'ai pas de haine à cultiver, et je n'ai que de l'amour. Entre autres, je dois rappeler que je suis en train de cultiver aussi mon jardin flamand. Je suis en pleine flémitude, puisque c'est à Gand que je vis. Et on va retrouver, on continue maintenant, nous nous retrouvons en termes géographiques en Afrique. Au Cameroun, qui est mon pays d'origine. Nous sommes au nord. Il y a quelque temps, il y a eu un rap de jeunes filles. 300 jeunes filles ont été rappées. Et jusqu'à aujourd'hui, il y a eu beaucoup de mouvements après ces raps. Et même l'épouse de l'homme le plus puissant a dû faire un hashtag Bring Back Our Girls.
Mais il faut quand même reconnaître que jusqu'à aujourd'hui, les filles enlevées ne sont jamais retournées, on ne les a jamais retrouvées. Mais c'est comme si c'était normal, on n'en parle plus. Bon voilà, on a rouvert notre genre d'action, voilà. Ceci étant, j'ai quand même trouvé le temps de réaliser une action, on va dire plastique, cette fois aussi, que j'ai tout simplement intitulée Dans une union. Voilà, Bring Back, non pas simplement Our Girls, Bring Back Our Boys and Girls. Parce que si jamais les filles sont peut-être perdues, je pense que c'est les hommes aussi, les garçons aussi sont perdus avec ces filles. Donc on va essayer de voir comment les faire revenir ensemble. C'est les attitudes. Ceci dit, je remonte un peu à ce qui m'a poussé à m'intéresser à la forme. C'est l'humain, parce que je suis humain. C'est lui mon inspiration, c'est le centre de mon parcours, c'est ce qui me motive. Nous sommes aux années, on va dire, fin 90. Le mur de Berlin tombe. Le vent de la démocratie arrive jusqu'en Afrique. La Perestroïka, Glasnost, etc. Et en ce moment, je suis des cours de droit à l'université de Yaoundé. Et tout à coup, je me rends compte que le droit est maladroit. Et je décide de devenir simplement un voyou. Et parce qu'il me semblait que ceux qui gouvernaient le monde étaient plus maladroits que le droit lui-même enseigné. C'était une attitude, parce qu'il me semblait en ce moment, par rapport à mes choix, de me ressourcer dans le néant pour fabriquer la forme, d'être le symbole de ma vision. Est-ce que le néant peut avoir un contenu? Est-ce que le vide est un plein? Et vivant dans un environnement où, généralement, il y avait une forme on va dire, de plaisir, d'un confort, qui, au fond, était inconfortable. Il était urgent pour moi de pouvoir souligner l'inconfort du confort. Et voilà comment, progressivement, les formes sont nées de mon imaginaire, de mon attitude, pour créer ma petite histoire qui, aujourd'hui, me permet d'être ici face à vous. Merci Pascal. Bichet Kuriger, est-ce que je l'ai bien fait? Oui, merci. Je l'ai un peu travaillé. Vous êtes critique d'art et commissaire d'exposition et vous êtes aujourd'hui la directrice artistique de la Fondation Vincent van Gogh à Arles. Et là, on continue de resserrer le sujet. On était sur les artistes, ceux qui créent les formes et qui ont des processus de création. Et puis, il y a ceux qui mettent en forme en scène ces formes, ces réalisations, qui les accompagnent et qui, évidemment, les abordent d'une manière à chaque fois singulière. Vous êtes au cœur d'un projet de transformation, justement sur cette question, sur la relation entre entrepreneurs, artistes et coworkers dans une ville, la ville que vous imaginez, la ville de demain. Est-ce que vous pouvez nous dire quelle est la ville que vous nous préparez donc? Merci, oui, je suis heureuse de pouvoir présenter ce projet ou cette énergie qui est entrée dans la ville de Arles avec maintenant notre fondation Vincent van Gogh qui a ouvert les portes il y a 2 ans, en avril, et vous voyez l'image. Donc c'est au cœur de la vieille ville et vous voyez le portail qui a été dessiné par Bertrand Lavier. Pardon, j'ai un blackout. Bertrand Lavier. Non, ça c'est Vincent. Donc, oui. Non, je veux dire, on parle du lieu de culture. Et nous, on a la chance qu'on a le génie du lieu, le genius loci, qui est Vincent van Gogh. C'est celui qui a influencé l'image qu'on a aujourd'hui de Arles. Je vous dis vite, il a vécu pendant 15 mois à Arles. Et c'est là qu'il a fait ses tableaux les plus importants, 200 tableaux, 200 dessins.
Et il n'y a rien de tout qui est resté à Arles. C'est pourquoi notre mécène, qui s'appelle Luc Hoffmann, en 2010, crée cette fondation qui maintenant est reconnue d'intérêt public. Voilà. On a pu construire ou rénover ce beau bâtiment qui nous a été mis comment dit-on oui, on a pu entrer dans la ville nous a donné ce bâtiment à condition qu'on paye pour la rénovation. Notre mécène, j'ouvre vite une parenthèse, il a aujourd'hui 93 ans. Luc Hoffmann, c'est un héritier d'une compagnie pharmaceutique suisse. Il est ornithologue et il est venu dans les années 40 vivre en Camargue. Il a créé un centre scientifique qui existe encore aujourd'hui, reconnu dans le monde entier. Ça s'appelle la Tour du Vala. Et aujourd'hui, il faut aussi mentionner, il a entre autres une fille qui a maintenant un autre projet aussi à Arles, qui est un centre de culture qui va ouvrir en 2018 dans les parcs des ateliers. C'est les anciens ateliers du chemin de fer, une friche industrielle qui était abandonnée, énorme, vraiment énorme. Et il y a ce projet avec Frank Gehry. Quand nous, on a ouvert notre fondation, on a en même temps fait la pose de la première pierre au Parc des Ateliers. Je peux vous dire qu'en ce moment, la tour, va y avoir une tour, est maintenant déjà au niveau où ça va être. Voilà, ici je vous montre juste vite quelques images de notre fondation. Vous voyez ce jeu de lumière, c'est particulièrement important pour moi de quand même vite expliquer cette œuvre de Raphaël Hefti, un jeune artiste qui travaille avec l'industrie. Il entre dans les processus industriels, ici dans la fabrication du verre, soi-disant pour le musée, le verre qui ne reflète pas. Et il dit aux ouvriers, faites toutes les fautes que vous pouvez faire et que vous cherchez à éviter normalement. Et qu'est-ce qui se passe ? Il crée des verres, chaque verre est un original. Il y a des verres dorés, verts, transparents, semi-transparents, opaques, etc., avec effet de miroir. Et voilà, c'est une métaphore d'une action d'un jeune artiste aujourd'hui qui entre dans le matériel qui nous accompagne dans notre vie urbaine ou de tous les jours. Il fait le même processus avec du métal. Il entre vraiment dans la production du métal et il crée des effets incroyables. C'est une métaphore, je crois, pour nous faire comprendre que l'industrie produit certaines choses comme l'acier qu'on a l'habitude de regarder, mais il y a quelque chose, un potentiel caché derrière qui pourrait nous faire émerveiller. Voilà. Et ça, juste une petite parenthèse, maintenant je continue. On montre maintenant, grâce à notre mécène, des vrais Van Gogh, parce qu'on a un contrat avec le Van Gogh Museum à Amsterdam. Donc, on a régulièrement des œuvres de Van Gogh présents. Cet été, même 31 tableaux.
Et l'été dernier, 50 dessins. En même temps, c'est fortement mélangé avec l'art contemporain. Pourquoi? Parce que cette... Ok, je vais faire très vite. Allez-y, ils sont là pour ça. Oui. Oui, je suis peut-être la première qui raconte vraiment quelque chose sur des œuvres d'art, enfin, quand même. Voilà. Et cette institution, je crois, m'offre de faire un travail que je ne pourrais pas faire de la même manière dans une institution de l'État. Je dois le dire. J'ai la possibilité de ne pas devoir répéter des conventions de comment présenter un maître classique. Je peux, peut-être on peut voir d'autres images encore. Voilà. En même temps, on a ouvert avec cette installation classique que vous venez voir. En même temps, il y avait une énorme installation de Thomas Hirschhorn, tout sur le thème de Vincent van Gogh et de la réception de son œuvre, son image. Ici, on voit Ronnie Horn. C'était l'été dernier. On a montré ensemble avec ses dessins. Le prochain. Miché, on va être obligé d'enchaîner un peu parce qu'il y a un peu de retard sur le temps. Je crois qu'on a compris que l'un des éléments qui fait la contemporanéité du travail que vous êtes en train de faire, c'est tout d'abord le fait d'inclure les artistes très vite dans le processus de construction même de ce nouveau lieu, et le fait que vous ayez une très grande liberté d'exposition et de mélanger au fond des œuvres qui appartiennent aujourd'hui au patrimoine et qui sont d'une certaine manière traitées d'une manière en tout cas très différente. On voit le travail de Thomas Hirschhorn, et qui sont traités d'une manière différente par des artistes d'aujourd'hui. Et vous dites que vous ne pouvez pas le faire dans un lieu public. Je pense que je vais vous inviter un peu au 104. Et c'est un lieu public et vous verrez qu'on peut le faire. Il y a plein de lieux où on peut le faire, mais c'est vrai qu'on le fait rarement. On le fait très rarement, et que la liberté que vous avez là, que vous prenez là, est effectivement notamment avec toujours ce rapport avec le patrimoine, d'une certaine manière échappe à certaines règles. Moi, j'aimerais dans cette idée toujours qui est celle au fond, et on se posera après la question, est-ce que quand on ouvre un lieu nouveau, est-ce que vraiment c'est un lieu vraiment nouveau? Est-ce qu'il est innovant? Parce que le fait d'ouvrir un lieu, ben oui, il est nouveau. Je ne dis pas ça forcément pour votre lieu, mais je fais exprès d'aller un peu plus loin. En quoi il y a aujourd'hui objectivement une nouveauté? En quoi ça ouvre de nouveaux espaces de création? Pas simplement des mètres carrés supplémentaires, et c'est déjà extrêmement important, surtout dans une ville aussi meurtrie mais magnifique que Arles. Mais on peut se poser la question à d'autres endroits, et comment on va insuffler aussi quelque chose de nouveau process. Laurent Dumas est le président du groupe immobilier de Fies. Et vous pourriez faire plus gros parce que là je ne le vois pas. Laurent Dumas est président du groupe immobilier Emerige. Emerige, qui est la contraction de aimer et ériger. C'est également un grand collectionneur d'art contemporain, qui est à l'origine de propositions très innovantes. Notamment, il vient de lancer un programme avec le ministère, qui est une œuvre dans chaque nouveau bâtiment construit. Il est à l'initiative de nouveaux process de relations entre art et entreprise. Et j'aimerais qu'il nous donne des exemples très concrets, de façon à ce qu'on arrive à bien saisir ce qui est nouveau dans ce que tu proposes aujourd'hui, Laurent. Bon, merci de cette invitation. En faisant très très vite, je pars du constat que les collaborateurs dans l'entreprise aiment travailler avec les artistes, les collaborateurs aiment travailler avec les architectes, en leur laissant leur part d'émotion, même s'il faut mettre tout ça dans un cadre à un moment, et que cette relation aux artistes, il faut aussi qu'elle soit ouverte au plus grand nombre. Et on s'est mobilisé, tous les professionnels du secteur, pour répondre à ce que l'on faisait de façon assez éclatée, répondre ensemble à l'engagement, prendre un engagement qui est de construire, qui est d'installer une œuvre d'art faite par un artiste
vivantes en France dans chacun des immeubles qui seront construits par la profession. Donc en substance, c'est potentiellement 1500 œuvres par an, c'est potentiellement 500 000 personnes la première année qui auront accès à l'art contemporain pour diaboliser l'art contemporain sur le fait qu'il est réservé à une élite. Non, l'art contemporain est réservé à tout le monde. Il faut soutenir par ailleurs les artistes vivants en France. Et cette initiative a été soutenue par le ministère qui labellisera nos immeubles sur le principe d'un immeuble, une œuvre. Ça devrait à terme permettre l'accès à la culture à toutes les personnes qui vivent dans nos immeubles, à toutes les personnes qui y travaillent. Et donc c'est une façon d'ouvrir la création contemporaine et la création artistique de notre pays au plus grand nombre. Ce que vous voyez à l'écran, c'est une des premières initiatives qu'on a fait. C'est une œuvre de Gérard Garousse qui a été installée sur l'ancien siège des douanes, qui est rue de l'Université, qui est donc accessible à tous puisqu'elle est visible de l'extérieur. Sur l'image suivante, c'est toujours ça, c'est la vue de l'intérieur quand on rentre dans le hall. L'image suivante, je fais le plus vite possible parce que ça, c'était un principe de musée à ciel ouvert qui a été installé avenue de Wagram, où on a fait intervenir 80 taggers qui sont venus réaliser leurs œuvres sur place. Et puis les œuvres après ont été offertes à une association qui s'appelle Paris Tout Petit, qui s'occupe des familles les plus démunies. Ça, c'est un concours qui a été gagné par un artiste allemand qui sera la station de métro de Pont-Cardinet au Batignolles, qui a été gagnée par Tobias Reberger. Et donc c'est en fait de montrer qu'on peut installer de l'art dans la ville, que cet art doit être accessible à tous, au plus grand nombre. Et c'est une façon de démocratiser l'accès à l'art contemporain et de soutenir la création artistique française. Ça s'adresse aussi aux designers, puisque ces kiosques ont été fabriqués par les frères Bouroulec. Et Anne Hidalgo a accepté que nous installions, ce qui est normalement interdit à Paris, nos bulles de vente à Batignolles pendant les quelques mois qu'il nous faudra pour vendre nos appartements, en échange de quoi on a fait designer ces pavillons sur l'inspiration du pavillon des jours meilleurs de Jean Prouvé, qui seront après offerts à la ville de Paris et qui les déplacera d'un arrondissement à l'autre, ici pour faire une réunion d'association, là un bar pour la fête des voisins et encore un espace pour accueillir les enfants. Voilà. Merci beaucoup, Laurent. Alors, Nicolas Gaume, vous êtes le régional de l'étape, comme on dit en cyclisme. Je ne sais pas si vous faites du vélo, mais c'est comme ça qu'on le dit. Mais vous arrivez quand même de Los Angeles, qui tout de suite augmente, ou San Francisco, qui augmente encore le prestige, mais surtout vous êtes l'un des directeurs généraux de Microsoft. Et vous avez notamment en charge un peu la prospective, au fond, d'une certaine manière, et de voir aujourd'hui les nouveaux process d'innovation, comment, là où ils naissent, là où vous pouvez les générer, les motiver, et peut-être un peu plus. Est-ce que vous pouvez là aussi nous dire c'est quoi ces nouveaux espaces de création, ce qu'on appelle les espaces de coworking, qui au final regroupent énormément de choses différentes. Comment, au fond, vous, et chez Microsoft, vous créez aujourd'hui le futur? Est-ce que le futur existe déjà pour vous? Oui, alors, dans créateur d'entreprise, il y a créateur. Et je dirais que précédemment et jadis, c'est-à-dire il y a plus de 15 ans, le bâtiment le bâtiment suivait l'activité entrepreneuriale. Aujourd'hui, il le précède. On construisait des bâtiments fonctionnels. Aujourd'hui, on a besoin de réunir des talents. Plus l'économie s'est dématérialisée, plus elle s'est effectivement construite avec une relation très directe avec ceux qui vont consommer, acheter, se nourrir des produits que les nouvelles entreprises, les startups créent, plus la façon de s'organiser et le lieu où l'on s'organise a évolué. Chez Microsoft, on suit à peu près 100 000 startups directement dans le monde, 3 000 en France. Et effectivement, on a innové en créant des lieux. On en a un à San Francisco où j'étais hier qui s'appelle Reactor. Ça se passe comment dans ces lieux? Alors, quoi c'est nouveau ces lieux? Sinon le fait qu'à un moment on met sous batterie des intelligences et qu'on attend qu'ils nous sortent quelque chose. Il faut bien voir que au final, l'intérêt, c'est la rencontre. Donc, on parlait d'émotion tout à l'heure. Le vrai sujet de ces espaces de coworking, c'est d'avoir d'abord une façon de réunir les gens. Ils ont tous leur âme, ils ont tous leurs valeurs. Prenez Darwin à Bordeaux. Il a une identité, il a des racines particulières. Alors, ça va se traduire in fine dans une façon de agencer l'espace, construire les activités humaines qui s'y réunissent. Donc le fond de l'histoire, pour faire court, c'est que ces espaces de coworking, ils répondent au fait qu'on est de plus en plus entrepreneurs de soi et que ces nouvelles entreprises sont constituées de rencontres d'indépendants qui ensemble vont imaginer un projet
sur des cycles qui sont extrêmement différents de ceux d'il y a 10-15 ans, qui sont des cycles plus agiles. On va essayer des choses, la plupart du temps on va échouer, et finalement l'entreprise est transcendée par ceux qui la portent, et si l'entreprise disparaît, les équipes continuent, et ces lieux deviennent finalement des lieux beaucoup plus centraux que peut-être même les entreprises ne les généraient au préalable. Donc fondamentalement le sujet, c'est effectivement faire en sorte qu'ils soient les plus accueillants, les plus ouverts. Une expérience qui a été menée par un des tout premiers porteurs de lieux qui est Numa à Paris, qui a été créé dans ce qui s'appelle aujourd'hui le Silicon Sentier. Ça a été de construire des espaces qui correspondaient à la maturité d'un projet. C'est-à-dire qu'il y a un rez-de-chaussée dans lequel les différents créateurs potentiels se retrouvent, travaillent chacun dans leur coin. Il y a des animations pour qu'ils se parlent, pour qu'ils des projets catalysent, et dès lors qu'ils catalysent, l'étage au-dessus est un espace dans lequel on a plus de structuration, on a un peu plus d'accompagnement, et l'étage au-dessus, on a in fine ce qui va être le tremplin pour des entreprises devenir matures et aller s'installer dans des bureaux. Donc c'est vraiment intéressant d'être dans une entreprise comme Microsoft, parce que avec le parcours entrepreneurial que j'ai, je passe de l'autre côté de la barrière et j'essaie de créer des espaces ou d'accompagner des espaces qui existent dans des dynamiques de rassemblement. Et finalement, les deux sujets qu'on peut mémoriser sur ces startups, c'est d'abord on a une population plus jeune qui est dans la culture de l'échantillonnage, qui a besoin de se reconstruire autour d'étendards. Donc les lieux deviennent très portés par un certain nombre je parlais d'identité, de valeurs. C'est vrai pour des entreprises plus grosses, mais on a besoin de totems. Donc c'est aussi là que les artistes interviennent. Et pour ce qui est de chez Microsoft, on travaille justement à essayer de faire incarner ces différentes d'identité en fonction des thématiques qu'on va explorer, des univers qu'on va explorer. Si aujourd'hui on regarde des startups qui travaillent dans le monde des objets connectés, comment est-ce qu'on va effectivement laisser un espace où il pourra se développer. Il y a des lieux à Paris où on travaille sur la fabrication d'objets. Je pense à un lieu très intéressant qui s'appelle Usine IO, où on a une sorte d'atelier de construction qui est au milieu d'un espace ouvert où des start-upers vont imaginer des produits qui vont être fabriqués en 3D l'après-midi même, où ils ont été imaginés le matin. Et ces lieux-là, finalement, mélangent véritablement les genres beaucoup plus que ce qu'on n'a jamais eu. Donc, on est dans un espace de découverte, mais ce que je veux juste finalement souligner, c'est que le lieu, aujourd'hui, précède l'activité. Précédemment, il le suivait. Et finalement, c'est cette modernité-là qui est assez intéressante. Et elle le sera encore plus. Dès lors que, et c'est un projet sur lequel Microsoft travaille, l'imagination et l'image va se retrouver matérialisées. Et un des gros chantiers que nous avons aujourd'hui, c'est d'essayer d'imaginer une façon de travailler à plusieurs avec de la virtualité incarnée dans du réel. On a lancé des lunettes qui s'appellent HoloLens, qui permettent de créer des objets 3D, les manipuler à plusieurs, et c'est ça qui est cette modernité intéressante. Mais dans ce que vous dites, en fait, pour moi, ça s'apparente beaucoup à des lieux de résidence de création qui existent depuis très très longtemps, notamment dans l'histoire de la décentralisation française, vraiment depuis très très longtemps, où on regroupe au fond des artistes et à qui on permet de travailler, puis après de mettre en forme avant de les envoyer sur le marché, ce qu'on appelle la diffusion. Alors la question que je me pose, c'est la différence est là, c'est que constamment dans ces lieux-là, l'utilisateur, l'acheteur, le consommateur est présent. Et finalement, c'est cette différence qui peut-être fait qu'on accepte l'argent. Des capitaux risqueurs, des business angels viennent visiter ces lieux pour financer les projets les plus prometteurs. On apprend à parler de ces projets, on apprend effectivement à exprimer ce que l'on crée. Donc, ça amène effectivement des chocs de culture, des échanges. Un ingénieur n'est pas forcément le plus créateur. Il a besoin d'apprendre à parler avec des designers qui vont penser des interfaces, des architectes, des gens vraiment. Et c'est cette force-là. Et le consommateur, le créateur, l'utilisateur se retrouve dans une conversation. Ce sont des lieux beaucoup plus conversationnels, beaucoup plus ouverts. Tous les espaces de coworking sont souvent sur des rez-de-chaussée avec des grandes ouvertures. Donc ça veut dire que c'est en contact la place avec, de café avec est importante. Les gens peuvent rentrer. Les gens peuvent entrer. La ville peut entrer. On peut entrer, on peut prendre un café, on peut discuter avec ceux qui font. Ça c'est effectivement une chose qui est un peu nouvelle, parce qu'avant c'était des labos. En fait ce que je peux imaginer, c'est que l'enjeu de ces lieux, c'est surtout de ne pas être des ghettos. Donc c'est d'être extrêmement dans le passage. Et aujourd'hui, on travaille sur un projet à Paris de manière préliminaire, et on le fait en plein milieu d'un lieu très central, dans un parcours très proche de lieux piétons, et on espère qu'on sera capable de réunir justement ceux qui créent et ceux qui vont utiliser et challenger les créations. Ça veut dire aussi que ce lieu que vous imaginez, il est en lien avec d'autres activités, il est dans un même espace avec d'autres activités ou pas du tout? Absolument, tout à fait. Très bien, vous ne pouvez pas nous en dire plus? Bon.
Tant pis, on voulait un scoop quand même. Bon, merci Nicolas. Donc on va continuer sur cette idée évidemment de ces lieux et de la manière dont ils s'inscrivent dans la ville et que du coup ils transforment aussi la ville, ne serait-ce que par l'expérimentation, parce que le fait, aujourd'hui, je ne sais pas si vous avez fait le test autour de vous, mais quand vous parlez d'innovation aux gens comme ça dans la rue, en fait ça se résume souvent aux objets qu'ils utilisent. Donc en gros le téléphone, l'ordinateur. L'idée même d'innovation, beaucoup de mal à incarner l'idée d'innovation, et souvent au fond pour que le public, la population plutôt que public, se saisisse de ce qu'est l'innovation, et ben ça doit passer par des expériences, y compris intermédiaires, ce que vous êtes visiblement en train de faire. Et ça inscrit du coup, enfin en tout cas dans ce que vous dites, il me semble, ça inscrit vraiment l'innovation comme étant une pratique dans la ville aussi, possible, et pas simplement celle d'ingénieurs qui sont en train de travailler et qui vont sortir un produit. Donc ça, c'est vrai que c'est un process un peu nouveau et à grande échelle. Et dans cette question qui est celle de la ville et des nouveaux publics, est-ce que précisément ces nouveaux process, cette manière aujourd'hui qui est portée non pas simplement par la force publique mais par la force privée qui est celle, mais aussi la force publique. À Paris, il y a énormément d'incubateurs qui sont ouverts et qui justement essayent d'inventer comment s'inscrire un peu plus dans la ville. Est-ce qu'objectivement aujourd'hui, Olivier, Poivre d'Arvor, on va pas se dire vous, hein, on se connaît depuis quelques années, tu es effectivement philosophe, tu interviens, à l'origine tu es philosophe, tu as monté pas mal d'opérations événementielles autour de cette question de la diffusion de la culture sur des objets qu'on peut dire traditionnels, notamment la littérature, évidemment en créant un festival aujourd'hui reconnu, et toujours avec cette obsession au fond d'ouvrir ces formes conventionnelles ou pas à des publics les plus larges. Là aujourd'hui on parle d'innovation. Est-ce que cette innovation, au fond, tu as l'impression que ça ouvre vraiment à de nouveaux publics et que ça permet à certains publics dans la ville, aux jeunes, mais aussi aux familles, de s'inscrire un petit peu plus à participer un peu plus à la vie dans la cité? Parce que, d'une certaine manière, il y a ces espaces et il y a aussi des process qui sont un peu nouveaux. Est-ce que ça, tu l'observes? Comment est-ce que ça s'accompagne? Je sais que tu as créé cette manifestation, dont d'ailleurs le forum ici à Bordeaux fait partie, c'est-à-dire le Grand Tour. Est-ce que ça, tu l'observes? Et comment est-ce que ce Grand Tour participe à révéler, au fond, ces espaces qui sont des lieux ou des moments? Oui, merci. Alors, en 2 mots, ce Grand Tour, c'est sur 6 mois, entre janvier et juillet 2016, essayer d'identifier en France, et on le fera après à l'échelle du monde et peut-être du monde francophone, 50 rendez-vous. J'insiste sur la notion de rendez-vous, là où les gens vont, parce qu'ils en ont besoin, ou ils en ont envie, ils en ont le désir, qui sont innovants, attractifs dans le domaine culturel. Alors ça peut être des grandes expositions qui tout d'un coup sont singulières parce qu'elles invitent des artistes étrangers qu'on ne voit pas souvent, ça peut être des nouvelles créations, ça peut être la Cité des civilisations du vin qui va ouvrir à Bordeaux, ou d'autres de ce type-là. Ça peut être des festivals qui sont des vraies marques, je n'aime pas le mot, mais il existe, ou de vraies signatures monde, comme évidemment le Festival d'Angoulême ou d'autres. À l'échelle du monde, on observe quand même un élément qu'il faut aborder à ce moment-là, c'est tout de suite sur la question de l'innovation, c'est qu'on n'a pas beaucoup parlé des publics jusqu'alors. Tu viens d'en parler à cette occasion-là. Or, il y a quand même une immense majorité de gens dans le monde qui sont écartés de ces chemins dont nous parlons. Une immense majorité. Alors, c'est un peu moins important dans un pays comme la France qu'au Bangladesh, évidemment, mais quand même, ça existe ici. Et le terme d'apartheid culturel qui peut être employé est un terme juste et qu'il y a quand même beaucoup de gens qui ne sont pas concernés ni par notre discussion, ni par le fait d'aller quelque part le soir ou le week-end pour aller découvrir un espace innovant ou un espace de rencontre. Donc aujourd'hui, ce qu'on regarde, ce qu'on voit un peu dans le monde quand on cherche ces lieux innovants, on les trouve quand même très souvent en Amérique latine. Je pense notamment au Brésil, des expériences que tu connais, José Manuel, et qui me paraissent devoir être réfléchies. Alors elles sont assez loin de ce que tu décrivais, mais elles ont le mérite de réconcilier dans le fond des aspirations humaines simples, des émotions, des besoins des individus, qui sont celles de la satisfaction visuelle, de l'esprit, de l'intellect, mais aussi évidemment du corps, du bien-être, ce sentiment en effet qui est donné par souvent des activités sportives de ce genre-là. Je pense au Brésil à ce qui se passe dans certaines banlieues de Sao Paulo, qui s'appellent les CES, qui sont financés par une taxe sur le commerce de 1%,
et qui finance des lieux très étranges qui ressemblent un peu à d'immenses 104 que tu diriges, d'immenses friches industrielles qui proposent à la fois des activités amateurs où on peut apprendre de la danse et en même temps qu'on peut participer à une activité professionnelle, c'est-à-dire voir une très grande compagnie de danse mondialement connue. Donc il y a les deux aspects. Mais vous pouvez en même temps participer à des activités culturelles classiques avec des librairies, etc. Et en même temps avoir des boutiques d'écriture, des lieux où parfois, connaissant très mal l'usage de l'écriture, vous allez apprendre à écrire. Vous avez des piscines, vous avez des lieux sportifs. Donc cet ensemble qui est pensé non pas uniquement pour une sorte de satisfaction un peu intellectuelle, mais globale de l'individu, me paraît intéressant. Je suis certain que dans 10-20 ans, il y aura dans les villes, dans nos grandes villes, autre chose que des grands supermarchés de la culture, comme ce qui peut exister, mais ces lieux qui permettront à des gens, à des familles, à des couples, à des individus isolés, quiconque, de venir passer du temps pour se rencontrer. Parce que ce besoin de rencontre, on le voit bien, et dès lors qu'un lieu est animé et porté par quelqu'un, par un projet, pas par une stratégie, on l'a vu dans des exemples, je ne veux pas te mettre en difficulté, toi, José Manuel, mais tout d'un coup, quand un lieu porte un projet, les gens arrivent, parce qu'il y a quelqu'un qui l'anime. Il faut revenir à des choses assez simples quand même. C'est responsable de lieu. Il y a les artistes, certes, mais il y a ceux qui rendent possible la rencontre. Et ce rassemblement, il est de plus en plus nécessaire parce que le numérique isole, même si on dit qu'il rapproche. Et donc ce rapprochement physique, il me paraît tout à fait indispensable. Un autre petit point, ce qui me frappe, c'est qu'aujourd'hui, dans le fond, il n'y a pas de discours, mais peut-être que vous allez nous en parler, de discours européen sur l'artiste, sur la ville, sur comment produire des lieux de culture. L'Europe est, jusqu'à dernière nouvelle, et pour quelque temps encore, mais peut-être pas très longtemps, puisque nous avons raté, en tout cas, nous avons raté le coche des industries culturelles, dans le fond, des industries créatives, numériques, qui sont évidemment aux États-Unis. L'Europe n'a rien construit dans le domaine culturel, très peu de choses. Je rappelle d'ailleurs quand même qu'une vache européenne est 1000 fois plus subventionnée qu'un artiste européen, 1000 fois plus subventionné, ou 900 à peu près. Donc c'est dire le manque d'ambition quand même de l'Europe vis-à-vis de ça, au nom du principe de subsidiarité. C'est qu'il y a vraiment, je trouve, besoin comme d'une réflexion européenne sur ces lieux de culture, parce que nous sommes bourrés à craquer de patrimoine. L'Europe, la France, l'Italie, d'autres pays qui sont évidemment proches, sont bourrés de patrimoine, ont des greniers considérables, sont des musées formidables. Nous avons les plus grands musées du monde. Il y a évidemment quelques-uns autres aux États-Unis, mais ils sont chez nous en Europe. Il y a une quantité considérable d'artistes. Il y a un nombre d'événements qui ont été inventés à travers ces 50 dernières années, partout, de festivals, de choses très originales. Et en même temps, il y a une sorte de lassitude, de réelle lassitude. Et puis, il y a l'oubli des publics. Les publics, et y compris en France, et je termine là-dessus, les publics, c'est eux qui financent la culture en France. Ce n'est pas l'État, 8 petits milliards. Ce n'est pas les collectivités territoriales, à peu près pareil. C'est les 80 milliards qui sont des dépenses culturelles. Donc, il y a besoin de démocratisation. Mais ce mot n'est pas réservé à la gauche. Il est réservé à ceux qui pensent que ce qui compte ne sont pas forcément les prescripteurs, ceux qui vont penser des lieux, faire des programmations, mais ceux qui vont participer de ce mouvement-là. Parce que sans public, il n'y a pas de financement de la culture, y compris en France. C'est très important quand même de redonner, je ne sais pas comment, la parole à ceux-là et celles qui ne peuvent pas se contenter de lire soit certains Télérama ou les Inrecuptibles en France pour savoir ce qu'ils vont aimer, mais qui ont des goûts propres et qui ont envie d'une certaine manière de se programmer eux-mêmes et de programmer, de faire en quelque sorte leur playlist et pas uniquement sur un ordinateur ou sur un écran. Merci beaucoup Olivier. Effectivement, tu reprenais notamment pour notamment les différents lieux, le Sesc Pompéi à Sao Paulo, qui est un lieu remarquable et qui existe quand même, qui a été l'un des premiers lieux à mêler effectivement à la fois des activités aujourd'hui d'innovation technologique à des innovations urbaines, et en mêlant effectivement ce que l'on sépare un peu partout, les pratiques amateurs et les pratiques professionnelles, pour révéler de vrais talents, mais sur un élément extrêmement important, mais tu viens de le dire, c'est que c'est pas tant le niveau de fréquentation qui est énorme dans cet établissement que je connais personnellement très bien
Et effectivement, le 104 en est inspiré. C'est pas l'inverse, c'est plutôt effectivement, je me suis inspiré de cet endroit-là. Mais il est tout d'abord fondé sur, au fond, l'apport de ce lieu, sa contribution à l'innovation urbaine dans cette ville de Sao Paulo. Et il n'est pas évalué sur, au fond, d'autres éléments de fréquentation. Et du coup, il y a une fréquentation extrêmement importante parce qu'effectivement, il y a des signes très ostentatoires d'une grande liberté, d'une grande permissivité qui permet à la créativité de se mêler et d'être inventée à cet endroit-là. Alors effectivement, ces lieux-là, il en manque quand même beaucoup en Europe. On ne peut pas dire... Il y a effectivement des lieux qui existent, mais dont on voit bien, je pense notamment à certains lieux à Lisbonne, le LX, on pense aussi à certains lieux à New York, mais qui ont été au fond investis plutôt par une dimension qui était au départ une dimension marchande, soft, citoyenne d'une certaine manière, et qui sont petit à petit sont en train de se transformer avec des espaces, on va dire, plus créatifs. Et la question qu'on peut se poser, c'est au fond, que fait l'Europe pour soutenir ce mouvement? Olivier vient de le dire. Comment l'Europe contribue à ces nouveaux espaces? Tout d'abord, est-ce que vous les repérez? Et quand vous les repérez, comment? Est-ce qu'au fond, aujourd'hui, un collectif, là on ne parle pas de squat, hein, on parle de choses très organisées, au fond, avec une vraie vocation, une vraie participation. Comment est-ce que l'Europe, aujourd'hui, Michel Magnier, vous qui êtes directeur général éducation et culture à la Commission européenne, comment est-ce que vous aidez ces mouvements qui naissent un peu partout dans le monde et notoirement en Europe? Alors, il faut rappeler une nouvelle fois, et je suis désolé de devoir le faire à nouveau, que nous le faisons avec les moyens qui sont les nôtres, qui sont très limités. Monsieur Juppé rappelait hier que le budget consacré à la culture dans le budget européen, c'est 0,4%. Malheureusement, c'est même pas ça, c'est 0,15%. Donc c'est vraiment un budget très limité. Pourquoi ce budget est-il limité? Tout simplement parce que, on l'a rappelé, ça n'est pas une compétence européenne. Il y a une compétence européenne qui consiste à promouvoir la diversité culturelle, Madame Reding y faisait allusion ce matin, et la compétitivité des secteurs culturels et créatifs dans leur ensemble. Et on s'aperçoit que ces problèmes appellent des réponses européennes. Donc ce que nous essayons de faire avec nos moyens, c'est justement d'identifier les tendances qui vont dans ce sens. Il est certain que désormais, les choses se passent au niveau des villes. C'est là que se fait l'innovation la plupart du temps, aussi parce que les gouvernements, les ministères de la culture n'ont plus nécessairement les moyens d'investir. Ils sont, pour la plupart, obligés de concentrer leurs moyens sur des grands équipements culturels ou sur du patrimoine, sur l'entretien d'un patrimoine, comme en Italie. Et ça limite leur capacité d'investir dans l'innovation. Donc souvent, ça se passe au niveau des régions et des villes. En France, par exemple, les régions et les villes, les collectivités locales dépensent 2 fois plus en investissement que l'État, désormais. Alors que faisons-nous au niveau européen? Nous avons identifié effectivement une tendance assez forte au développement dans les villes de ces espaces, de ces coworking spaces, comme on dit, dans lesquels les artistes, les entrepreneurs, sur une base multidisciplinaire, se rencontrent pour innover et pour créer. Et c'est quelque chose que nous voulons encourager. C'est quelque chose que nous voulons encourager, dans un premier temps, en essayant de regrouper les acteurs. Parce qu'on s'aperçoit que les problèmes sont les mêmes un peu partout. Et les expériences se ressemblent beaucoup. Je voyage de temps en temps dans les pays de l'Union européenne, notamment pour voir les capitales européennes de la culture, auxquelles on a fait allusion hier, qui sont devenus des laboratoires d'expérimentation fabuleux pour les créateurs et aussi pour les villes. On s'aperçoit que la tendance, c'est de réinventer la roue, c'est de refaire, de recréer ce qui a déjà été fait ailleurs, alors qu'avec des moyens limités qui sont aussi ceux des collectivités, on pourrait très bien s'inspirer et aller plus vite ou faire mieux. Alors ce que nous allons faire dans l'immédiat, c'est créer un réseau de ce que nous appelons les Creative Hubs, donc les espaces d'innovation culturelle et créative dans les villes, pour qu'ils échangent sur les conditions de succès, sur les erreurs à ne pas commettre, sur les méthodes à employer, les obstacles à dépasser, parce qu'évidemment, installer un espace comme ça pose des problèmes aussi réglementaires, on en a parlé aussi ce matin. Un aspect qui est intéressant par rapport à cette forme d'espace, c'est aussi qu'il permet de régénérer certains quartiers des villes. J'ai vu des expériences, par exemple à Barcelone, où des anciennes usines textiles complètement laissées à l'abandon ont été réhabilitées et sont en train de devenir des espaces de création totalement ouverts, sans règles,
les gens entrent, s'inscrivent ou ne s'inscrivent pas et ont accès à des équipements, à des imprimantes 3D, à du matériel et rencontrent d'autres personnes. C'est tout à fait exact ce que disait M. Gaume. La rencontre est essentielle dans un coworking space. C'est notre expérience. Le point focal, c'est souvent le bar d'ailleurs. C'est vraiment autour du bar que tout se fait. Et nous avons vu ces espaces se développer un peu partout en Europe. Et c'est une piste qui certainement devra, dans le futur, faire partie de ce projet culturel européen dont il a été parlé ce matin. Merci, M. Magnier. On va conclure donc avec José Munoz. Vous avez notamment été plus qu'un observateur, mais aussi un de ceux qui a fondé la première entreprise d'ingénierie culturelle avec ABCD. Vous continuez aujourd'hui à travailler pour Suez Environnement, notamment sur le bassin méditerranéen. Vous avez donc vu évoluer toutes ces pratiques. Vous y avez aussi participé. En conclusion, vous pourriez dire aujourd'hui comment est-ce que vous percevez cette évolution dans les années à venir, notamment dans le bassin méditerranéen qui est aujourd'hui votre spécialité. Tout d'abord, merci pour cette invitation et à l'organisation également. C'est un moment toujours difficile parce que, modestement, je suis un militant culturel depuis ma tendre enfance et en même temps, j'ai participé, en effet, à différentes utopies, qui n'étaient pas des stratégies, qui étaient des idées qui nous permettaient, grâce à l'utopie, de lancer des choses qui permettaient aux collectivités locales de former leur stratégie vers des lieux culturels, vers des lieux de rencontres, notamment dans un certain nombre de domaines, et qui ont permis à la France, notamment, de créer beaucoup plus, d'imaginer beaucoup mieux, au travers des artistes, au travers des architectes, au travers des programmateurs, au travers des communicants, des choses qui étaient liées à l'art, qui étaient liées à la création, qui étaient liées à la poésie, etc. Et la France, là-dessus, n'a pas à avoir honte de ce qu'elle a pu faire dans ces domaines-là. C'est vrai, je rejoins Olivier, que toute l'ambition, toute l'utopie que l'on avait vis-à-vis de l'Europe aurait pu se concrétiser un peu mieux par rapport à cette création et un peu moins par rapport à des créneaux qui, en fait, refusaient de voir la réalité aujourd'hui économique, notamment de la France. C'est 80 millions de personnes qui viennent visiter la France. C'est-à-dire que sur le bassin méditerranéen, c'est presque 170 millions de personnes qui traversent le bassin de Grenade jusqu'à Pompéi ou Naples. Et donc, l'ensemble des éléments qui font le tremplin économique de la vie européenne n'existerait pas sans ce travail créatif, ce travail de patrimoine, de réhabilitation de patrimoine qui peut être bâti, historique, ou même naturel. Et Suez, pour faire court, puisque le temps est imparti et je vois le zéro pointé qui m'annonce qu'il faut aller très vite. Conclure, absolument. Nous amène quand même chez Suez à avoir pris un train en marche qui nous était proposé après la déclaration de Johannesburg en 2008, en 2002, pardon, donc après celle de Rio en 92, qui était de considérer la diversité culturelle, l'art, la culture, le patrimoine comme 4e pilier du développement durable. Et c'est dans ce cadre-là que l'entreprise Engie, ex-GDF Suez, et l'entreprise Suez Environnement, aujourd'hui Suez, ont décidé de porter ce 4e pilier de développement durable en soutenant à la fois dans nos compétences, dans nos partenariats et dans nos mécénats un certain nombre de projets culturels. Parce que pour nous, l'eau est un facteur déterminant de la vie. C'est aussi pour les poètes un élément déterminant de leurs travaux, l'eau, de l'onde, etc. Et pour nous, l'eau permet à cette vie de croître. Et pour nous aussi,
il apparaissait évident que le patrimoine, non seulement la mémoire du patrimoine, mais également l'art, devait être soutenu au même titre qu'est la diversité culturelle, où les personnes, les créateurs, les innovants qui font aujourd'hui l'ensemble de cette activité. Donc, très modestement, Suez participe, au travers de ces mécénats de compétences, à ces résultats. Nous avons, pour donner deux exemples... Deux exemples, on conclut. Voilà. Nous avons participé, malheureusement, à un moment difficile, aux travaux avec le château de Versailles pour la réhabilitation du bassin de la Tonne, donc qui est le bassin moteur de l'ensemble des réseaux hydrauliques du jardin de Versailles. Je dis malheureusement parce que 2008 était passé par là et que malheureusement on n'a pas pu réaliser ce mécénat qui a été repris par une fondation suisse. Et puis deuxièmement, nous participons à l'élaboration d'un certain nombre d'activités de rénovation de l'espace bâti du patrimoine en lui donnant un aspect novateur dans le domaine du respect de l'énergie, dans le domaine de l'organisation climatique, de l'organisation des activités qui sont les nôtres, tant au niveau de l'énergie qu'au niveau des activités liées à l'eau ou à l'économie circulaire. Et tout ça dans le cadre environnemental que représente cette richesse que nous avons en Europe. Merci beaucoup. Je vais laisser un petit mot de la fin. Il piaffe d'impatience s'il veut le faire, et donc je lui laisse bien volontiers Olivier pour avoir un petit mot de conclusion, de vraie conclusion. Terminons sur une note positive. Il y a quand même, on le voit bien, nous, à travers l'étude qu'on a fait sur l'attractivité culturelle en France, plein d'initiatives, qu'elles viennent des collectivités territoriales les plus grandes, avec les Grands Paris, avec Bordeaux et d'autres, que des plus petites communes. Donc partout, il y a des projets qui naissent. Il y a beaucoup d'individus, d'associations, et donc l'État n'est plus seulement à la manœuvre aujourd'hui dans ce pays, et tant mieux. On ne peut pas imaginer que cette culture soit uniquement portée par les pouvoirs publics. Néanmoins, je répète quand même que si on veut imaginer que sur cette pensée sur ces lieux que nous avons définis les uns les autres, et qui sont quand même très dus aussi à des apports extérieurs, les trois premiers intervenants, comme par hasard, ne sont pas nés forcément ici. Maxime Fouxas, Madame Biger et Pascal Martin-Taillou. Il faut que ce pays soit le plus ouvert possible. Et l'attractivité, c'est aussi permettre à des étudiants étrangers de venir non seulement étudier, mais travailler en France, et puis à des créateurs, des scientifiques. Et en tout cas, ce qui me frappe, c'est qu'aujourd'hui, et pardon, ce n'est pas vous évidemment que j'attaque, mais l'Europe est vraiment lamentable dans sa vision de la culture. L'aéronautique, il y a eu un projet européen après la guerre qui a permis à 4 pays, l'Espagne, l'Allemagne, le Royaume-Uni, la France, de penser une industrie aéronautique européenne. Elle est à Toulouse, elle est en Allemagne et en Espagne ainsi qu'au Royaume-Uni. Et on a maintenant des Airbus qui, dans le fond, nous permettent d'avoir une conversation à peu près équilibrée avec nos amis américains. Ce n'est pas le cas dans le domaine des industries numériques. Et Jacques Delors rappelle que dans ce qu'il semble avoir manqué, et ce qu'il regrette d'avoir manqué quand il était président de la Commission européenne, c'était la possibilité de penser une industrie culturelle à l'échelle européenne. C'est raté. C'est ni à Paris, ni à Francfort, nulle part que ça se passe. Et je trouve vraiment triste que vous en soyez à déplorer le budget de l'Europe et que vous ne fassiez pas, vous, pression auprès des États qui la représentent pour monter un peu quand même en puissance et permettre que dans ce territoire qui s'appelle la communauté européenne, qui, je le rappelle, dans son histoire est le lieu qui a produit le plus d'événements, le plus de moments et d'œuvres, il n'y ait pas une perspective autre que de dire la subsidiarité, chaque pays doit financer. On sait très bien aujourd'hui que les pays ont moins de moyens, que le gouvernement a moins de moyens, et je déplore en tout cas, et je le répète, que, y compris à la Commission européenne, le commissaire européen, Tibor Navracsics, dont le parcours politique n'est pas exemplaire, loin de là, soit celui qui porte l'ambition européenne. Voilà. Merci. Merci Olivier, merci à vous tous, merci de votre attention.